L'insertion en Isère. Dispositif, action, information, témoignages. Les radios associatives iséroises donnent la parole aux acteurs de l'action sociale et de l'insertion départementale. Cette émission s'inscrit dans une série de sujets réalisés par les radios Couleur FM, Radio Grésivaudan et News FM en partenariat avec le département de l'Isère. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Table Ronde où nous parlerons RSA et vie affective. Nous avons avec nous beaucoup de monde aujourd'hui autour de cette table. On commence à ma droite, Stéphanie Ladel qui est consultante sociale. Bonjour Stéphanie. Bonjour. On poursuit avec Fatia. Bonjour Fatia. Bonjour. Ensuite, il y a Hélène avec nous. Bonjour Hélène. Bonjour. Nous avons Sébastien Aubert. Bonjour Sébastien. Bonjour tout le monde. Pierre-Louis de RSA Coop. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour. Alain Guézou, bonjour. Bonjour. Toujours RSA Coop. Et enfin, Christelle à ma gauche. Bonjour. On peut tout d'abord commencer à parler de cette émission surtout en disant que les bénéficiaires du RSA vivent aujourd'hui avec 524 € par mois au maximum. Alors comment peut-on vivre avec 524 € par mois ? Estime de soi, relation avec sa famille, avec les amis, comment les relations avec nos proches peuvent-elles être perturbées, comment l'argent devient-il tabou dans la vie de personnes en précarité. Le RSA met-il un frein à la vie de couple ? Toutes ces questions, nous allons les aborder avec nos invités aujourd'hui. Ils viennent tous témoigner sur ce sujet qui reste sensible. Et nous abordons ce premier point du regard qu'a la société sur la précarité. Il y a un endroit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle le lieu commun, qui est dans la rue Alembert, je crois. Oui, voilà, au 38 rue d'Alembert, je ne le connaissais pas. C'est une dame du local qui m'a fait connaître, je suis passée devant, je trouve ça super qu'il y ait un lieu comme ça, mais quand on rentre dedans, on est super bien accueilli, on se sent bien, c'est super, mais quand on sort de là et que les gens nous voient, mais ils nous regardent vraiment de haut, quoi, et on se sent rabaissé. Donc personnellement, c'est compliqué d'aller demander de l'aide parce qu'on se dit mais comment on va nous regarder ? On nous prend pour des... En fait, quand on est dans cette situation, on renvoie à tout le monde tout ce que tout le monde n'a pas envie de vivre, quoi. Donc forcément, ça a des conséquences sur les relations de quel type qu'elles soient, quoi. Parce qu'en fait, on devient quelqu'un qui est un petit peu à éviter dans la mesure où on vit tout ce que la société craint aujourd'hui et tout ce que tout le monde évite à tout prix. Moi, je sais que j'ai pas des vêtements de luxe. J'ai eu le malheur d'accompagner un ami à moi à Géant Casino à Saint-Martin-d'Air, habillé comme ça. Hein. C'est ma tenue de tous les jours. Hein. Je peux pas m'acheter du luxe. Il a un chien. Il me donne son chien pour que je lui garde. Il est rentré dans le magasin. Je me suis mise sur le côté pour l'attendre. Je me fais une roulée, je fume ma cigarette, puis il y avait un petit bout de muret. Je me suis assise sur le muret. Les gens, ils me jetaient des pièces. Les gens m'ont jeté des pièces. Alors oui, beaucoup de bénéficiaires le disent, c'est le regard des autres qui est le plus pesant. Alors peut-être que certains de nos invités ont une réaction face à ce premier commentaire. Est-ce que par exemple, Christelle, vous pourriez commencer à nous dire comment vous vivez votre situation, on peut dire de précarité, face à face, par rapport à la société ? Ou est-ce qu'on peut commencer par quelqu'un d'autre ? On n'est pas obligé de commencer par vous. Vous me coincez là. Ouais, je vous Tiens coince. donc. Ah non, c'est pas mon but. Je Sébastien. fais ce que je peux avec ce que j'ai, c'est surtout ça. Ouais. On essaye de manger à notre faim avec. On ne prend pas forcément ce qu'il y a de plus cher. On se débrouille avec ce qu'on a. Et on essaye de partager le peu de sous qu'on a. D'accord, et comment vous percevez le regard des autres ? J'essaye même pas de le regarder. Le regard des autres, c'est s'ils sont pas contents, ça sera la même chose. De toute manière, vous pouvez rien faire contre ça. Si on doit me taper dessus, on le fera, d'office, de gré ou de force. Donc moi, je me débrouille sans eux. Sébastien ? Oui. Alors, tout d'abord, je voudrais juste faire remarquer que
Personnellement, je parle à mon nom, je ne suis ni bénéficiaire ni précaire, car je ne supplie pas et je ne reçois aucun bénéfice, sinon je serais quelque part entre Madrid et les Seychelles en train de me faire bronzer la pilule. Ensuite, pour ce qui est de la question proprement dite, voilà, pour moi, il me reste que 10 € pour terminer le mois, c'est-à-dire pour m'acheter à bouffer. C'est tout. La question, c'était comment vous percevez le regard des autres. Alain? Oui, mais je crois que c'est significatif. Les deux mentions qu'on vient d'entendre sont significatives. C'est pas parce qu'on est dans la précarité et la pauvreté que l'on est marqué au fer rouge sur le front. Ouais. Ce sont les médias, ce sont les gens bien pensants, ce sont les membres des associations caritatives qui disent que un précaire ça sent mauvais et un précaire ça se voit à 10 lieues à la ronde. Je ne suis pas un mec qui a ma crécelle dans la main et qui marche dans la rue avec une crécelle pour dire attention j'arrive. Je crois que il n'y a pas de regard des gens parce qu'aujourd'hui, à la différence d'il y a 10 ans en arrière, chaque famille a quelqu'un au RSA dans sa famille. Moi, je me souviens de mon père, donc j'ai 58 ans, donc vous imaginez mon père qui a connu une année de Pôle emploi, de chômage, une journée de charge d'emploi. Il n'est pas sorti de la journée, tellement il avait honte. Aujourd'hui, on va à Pôle emploi pour faire une photocopie, pour aller un peu aux informations, etc. Donc il faut arrêter ça. Mais le problème, c'est pas le regard des autres sur nous, c'est le regard que nous avons sur nous-mêmes. Et c'est ça qui induit tout le reste. C'est la question suivante. Voilà, mais c'est ça qui est important. Il n'y a pas de regard. Non, mais on est là pour discuter, mais il n'y a pas de regard de l'extérieur vers nous. Après, cette jeune fille, tout à l'heure, j'ai réagi, elle me dit, on m'a jeté des pièces. Oui, c'est ça qui est malsain pour nous. C'est que, en fonction de notre comportement, on arrive à ce qu'on nous jette des pièces. Et je lui avais dit lors de la réunion où on s'était vu, c'est quand même mieux des pièces que des cacahuètes. Mais ça arrivera. Je sais qu'il y a des gens qui nous jettent des cacahuètes. Enfin, façon de parler, c'est une image que je donne. Hein. Mmh. Mais, par exemple, le Conseil général ou le gouvernement nous jette des cacahuètes. On nous donne comme ça, en pâture, 3 francs 6 sous pour pouvoir se taire. Et moi, je me tairai après parce que je suis très bravard. Donc, je me tais, je laisse la parole aux autres. Mais pour moi, ce qui est plus grave, c'est pas le regard des gens, c'est le regard de l'État sur nous. Voilà. D'accord. C'est ça qui est important, je crois. Fatia, Hélène, une réaction ? Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec Alain. J'aimerais dire qu'effectivement, être bénéficiaire du RSA, le regard des autres, c'est pas inscrit sur notre front qu'on est bénéficiaire du RSA. Donc, pour ce qui me concerne, je ne laisse pas transparaître nullement que je prends un soin particulier pour ma présentation. Je suis propre, je suis maquillée, je fais l'effort d'être maquillée, je suis bien habillée. Enfin voilà. Le regard des autres, je rejoins tout à fait Alain. Et pour moi, il n'existe pas. Hélène ? Oui, moi c'est vrai que j'essaye plutôt de vivre normalement, comme tout le monde, malgré le fait de percevoir des allocations sociales. C'est sûr que forcément on va pas participer à toutes les activités parce que on peut pas, mais on a la décence de pas le dire. On va trouver des prétextes pour refuser l'invitation parce que oui, on n'aura pas les moyens d'acheter la bouteille qui va avec pour l'amener pour être dans les normes sociales, on va dire. Voilà, sinon c'est vrai que je suis assez d'accord avec Fatia que c'est pas marqué sur notre front, effectivement, et que beaucoup se battent pour s'en sortir aussi. Et ça, c'est pas toujours souligné. On essaye de faire ce qu'il faut pour trouver un travail et pour s'en sortir. Mais c'est vrai que on est dans une société qui fait qu'il y a de plus en plus de chômeurs. Je pense que maintenant tout le monde le sait. À mon avis, ça va pas s'arranger avec l'économie numérique puisque ça détruit beaucoup plus d'emplois que ça n'en crée. Donc, à un moment donné, on n'est pas toujours responsable de sa situation. On n'est pas seul dans la vie et voilà, on n'est pas toujours seul responsable. Mais c'est bien aussi qu'il y ait ces aides sociales parce que c'est au moins ça, même si c'est largement insuffisant pour vivre avec 500 € par mois. C'est clair qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne fait plus. Pierre-Louis, une réaction par rapport au regard de la société ? Moi, je dirais, dans ce qu'on a entendu, il y a la deuxième réaction, je me suis tout à fait retrouvé. Je pense qu'en fait, une partie de la réaction de la société, il y a d'abord, c'est ça, c'est en fait, on est le spectre qui hante les sociétés occidentales actuellement. Nous sommes, comme la diversité, vu l'ampleur du phénomène, et ça fait 40 ans que ça dure, donc maintenant, on peut plus dire c'est un type de personne qui se retrouve sur le côté.
Donc, il y a toutes sortes de personnes. Moi, par exemple, c'est pas la question sociale qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la géopolitique et l'épistémologie, c'est-à-dire l'histoire des idées. On n'a pas prévu cette option. C'est bien dommage. Et je dirais, comme Fathia, moi, je fais attention à la façon dont je m'habille. Je fais attention, par exemple, en ce qui me concerne en tant qu'homme, à me raser. Ce qui fait que quand je dis que je suis au RSA, moi, je dis par ça. Et avec mon voisin Alain, on a trouvé un jour un jeu de mots. On a pris le mot RSA. On s'est dit le RMiste. RMI, il y avait le RMiste. Donc, on s'est dit, il faut qu'on invente un mot pour désigner le RSA. Et donc, nous, on a dit par ça. En disant, et Alain a développé là en venant un jeu de mots, parce que on peut faire avec le S un jeu de mots, I, et ça donne paria. Et le département, quand on a proposé cette expression, on a dit mais c'est un peu trop stigmatisant. Moi, je pense qu'à un moment donné, le regard de la société ne peut pas être dissocié du point suivant. C'est d'abord, il dépend du regard qu'on a sur nous-mêmes. Et moi, je passe mon temps à radoter en disant, le jour où les Noirs s'en sont sortis, c'est quand ils ont pris un mot injurieux qui était le mot nègre et qu'ils en ont fait négritude. Les femmes ont fait pareil. Effectivement, je suis d'accord avec Sébastien. À un moment donné, le retournement du regard, de ne pas accepter les mots qui nous désignent et commence à les choisir, on change de regard. Parce que quand on commence à avoir une autre posture, comme dit Alain, on nous regarde différemment. Stéphanie, une réaction ? Oui, j'ai noté tout de suite que Christelle et Sébastien, ils sont revenus sur l'importance pour eux, en fait, qui n'était pas forcément de se préoccuper du regard des autres, mais déjà de commencer à s'occuper de rogner tout ce qu'ils peuvent pour pas tomber dans les dettes et gérer leur budget. C'est d'abord la préoccupation, je pense, de quelqu'un qui touche le RSA que de rentrer dans ses frais et de pas s'enfoncer. Et puis, la deuxième chose aussi dont je voulais parler et que du coup, en plus, j'ai déjà entendu autour de cette table, c'est le fait que le regard des autres, c'est gérable tant que finalement, la posture d'être au RSA n'est pas su. C'est une fois que ça se sait que ça devient un peu plus compliqué. Rapidement, alors. Très rapidement. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi parce que regarde, il faut parler de moi, parce que voilà, mais en 93, j'ai fait Grenoble-Paris à pied pour apporter une lettre à François Hollande. 2013. J'ai fait donc à pied, 27 jours. Tous les jours, donc entre Grenoble et Paris, j'étais à pied, tout seul. On est parti on l'a organisé avec Christelle et Pierre-Louis. J'avais 170 € pour partir. C'est-à-dire 1 km, 1 € par kilomètre. Et les gens dans chaque coin de France, à chaque halte, j'ai dormi qu'une seule nuit dehors. Les autres nuits, les 27 autres nuits, j'ai été hébergé par des gens que je ne connaissais pas, bien évidemment. Et parce que chaque journal relayait l'information en disant il y a un allocataire du RSA qui marche. Et ce qui a été pertinent, c'était de voir la réaction des gens qui ne connaissaient pas. Il y a eu des gens qui m'ont agressé en me disant ouais, de toute façon, les RSA, vous êtes des feignants, des voleurs de poules. Et puis d'autres qui ont dit mais on comprend pas, on voudrait en parler avec toi. Et à partir du moment où on dit oui, je suis au RSA, oui, je bénéficie de ça, oui, je vis avec très peu d'argent à 4, puisque moi, je ne suis pas célibataire en plus, donc oui, j'ai un souci, les gens comprennent ça, parce qu'encore une fois, dans chaque famille, maintenant, il y a un allocataire du RSA et ils comprennent la chose. Ce que disait Fathia est très important, enfin, à mon sens, c'est que nous, avec Pierre-Louis, il y a quelques années, on s'est battu pour que sur les cartes de tram, vous savez, il n'y a plus marqué bénéficiaire du RSA ou des choses comme ça, ou chômeur. On a des cartes invisibles. On a une carte, on paye nous 2,50 €, l'autre voisin paye 42 €, c'est pas marqué quand je suis au RSA. Mais l'intérêt de ça, c'est qu'on s'est battu pour que les allocataires payent ceux qui peuvent payer à la hauteur de ce qu'ils peuvent payer, quoi. Et là, le gros problème aujourd'hui du regard des autres, si tu veux, c'est qu'on fait l'amalgame. C'est-à-dire qu'on dit, ouais, mais de toute façon, les allocataires du RSA, ou du moins les pauvres, on vous donne tout, vous avez tout gratuit. C'est pas vrai. Nous, on s'est battu avec Pierre-Louis pour avoir la carte illico solidaire sur les TER de Rhône-Alpes, par exemple. On a 90% de réduction. Donc, on peut payer notre train pour aller à Annecy, pour aller à Lyon. Alors oui, on le paye moins cher que la personne qui n'a pas cette carte-là. Mais on a le même regard. Et donc, mon voisin de train ne sait pas que je suis au RSA. J'ai ma carte, j'ai payé mon billet de train. Même pas le guichetier. Non, même pas le guichetier, parce que de toute façon, maintenant, c'est un distributeur. Le contrôleur le sait. Oui, parce qu'on lui montre sa carte. Mais c'est là le regard, c'est ça le regard des gens. Et moi, j'ai des contrôleurs qui me regardent en me disant « Ah, vous avez payé votre billet de train. D'habitude, les gens comme vous ne payent pas le train. Ouais, mais vous voyez, c'est ça les réactions sur lesquelles il faut se battre. Et c'est l'intérêt de cette émission-là de radio. C'est qu'il faut qu'on se batte contre les préjugés qu'on inculque aux gens.
Et qui attaque l'estime de soi, dont on va avoir tout de suite un deuxième échantillon si on veut bien avoir le son numéro 3, s'il vous plaît. Moi, j'ose pas aller voir l'assistante sociale parce que, personnellement, quand moi, ça m'est arrivé d'aller voir l'assistante sociale et puis on nous donne des bons, vous savez, pour aller faire des courses à Carrefour. Et qu'on arrive dans le magasin Carrefour et qu'on est en caisse et qu'on va pour payer avec ce bon, puis qu'on a le regard de tout le monde qui se met sur nous, puis qu'on nous regarde comme si qu'on était un miséreux, quoi, un moins que rien. On se sent un peu humilié quand même parce que on voudrait faire comme tout le monde, aller en vacances, partir manger au restaurant de temps en temps, aller au cinéma. Mais voilà, on ne peut pas le faire. En fait, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où j'avais moins de moyens, il y a eu toute une période où j'étais au chômage, mais j'avais des moyens, j'arrivais à garder une bonne estime de moi. Mais dès lors que le côté financier a commencé à être plus difficile, mon estime de moi, elle a vraiment complètement changé, puisqu'en fait, ça m'a renvoyé au fait que j'arrivais pas à subvenir à mes propres besoins. Et du coup, je me suis plus du tout vue de la même manière dans la société. Parce qu'on ressent l'humiliation, l'impuissance, et puis pas le déshonneur, mais un peu la honte quelque part. Voilà. Que surtout quand on a travaillé toute sa vie et qu'on se retrouve comme ça au RSA du jour au lendemain, quoi. Vos réactions, Pierre-Louis? La personne qui parle de déshonneur et honte, à mon avis, a mis le doigt sur un truc. Effectivement, l'enjeu, comme explique Alain, c'est est-ce qu'on se dit ce qui nous arrivait de notre faute ou pas? Il y a peut-être des choses qui sont de responsabilité, mais d'autres qui c'est au-delà. Là, je pense que c'est Hélène qui en parlait tout à l'heure, c'est la question de se retrouver en précarité en général, que ce soit l'AH, l'allocation chômage ou RSA. C'est à un moment donné, ça conduit à s'interroger sur la façon de vivre. Là, c'est sûr, on apprend de façon brutale la sobriété heureuse dont parle Rabi. Là, pour le coup, on est en plein dedans. De toute façon, parce qu'on n'a pas le choix. Là, pour parler de la question de s'en sortir, ce n'est pas possible. Il y a une étude qui est sortie là, cette année via les CCS de 7 des départements de la région, qui s'appelle une étude sur le reste pour vivre, qui est en ligne, qui est disponible, qui explique que structurellement, les gens, il leur reste une centaine d'euros pour vivre, certains ont un solde négatif. C'est-à-dire, en plus, on découvre que les pauvres savent très exactement l'argent qu'ils doivent. Ce qui veut dire, contrairement à ce que les gens s'imaginent, les pauvres savent ce qu'ils doivent, combien et à qui. Sauf que structurellement, quand on est en dessous de 980 euros, on ne peut pas vivre. On ne peut pas payer ce qu'on doit payer. On ne peut pas son temps à arbitrer. Donc là, se pose la question, qu'est-ce que je dépense? Donc la relation à la consommation, qui est un marqueur très important dans notre société actuellement pour exister. Donc on développe des stratégies où on va dans des trucs qui ne dépensent pas. Mes deux voisins, ce qu'ils racontent pas, c'est que nous avons tous les trois, depuis un an ou deux, des agendas très remplis parce que nous sommes dans tout ce qui est gratuit. Moi, par contre, effectivement, ça fait un moment que je ne suis pas allé au cinéma. Par contre, parce que je suis impliqué dans une association, je suis allé à l'avant-première du film Demain, au Méliès à Grenoble. Mais donc, je dirais, le moyen que j'ai eu de contourner le blocage financier qui m'empêche de toute façon d'avoir une vie sociale, j'ai utilisé ma ressource, qui est le temps et ma parole, pour être quelque part. Et je pense, ce qui est un moyen pour moi de garder l'estime de moi et d'avoir des relations sociales. Mais on apprend de façon contrainte la sobriété. Sébastien. Oui, pour rebondir sur ce que disait Pierre-Louis, il faut bien prendre conscience que non seulement le pauvre, l'indigent, sait combien il doit à qui il doit, mais il n'a pas le moyen structurel pour y remédier rapidement, à la différence du riche, du petit bourgeois. Mais surtout le monde du RSA, ça va du monde du SDF, le monde de la rue, jusqu'à l'université. C'est ça, ce monde-là, que la société ne veut pas voir, car elle nie l'échec, son échec. En sachant que le monde du RSA, comme le monde de Pôle emploi, parce que je fais des petites distinctions, c'est peut-être la collectivité, dans la collectivité de la société elle-même, les demandes les plus actives par rapport à l'ensemble de la société civile. Car entre ceux qui travaillent au noir, parce que ça existe, et ceux qui comme vient de dire Pierre-Louis, au lieu de rester chez soi à ruminer en rond, sortent, vont dans les dispositifs gratuits, on voit du monde s'investir dans la société civile.
dans les associations qui vont mettre leur voix, leur verbe au milieu de la société civile, c'est là qu'on sera visible, c'est là qu'ils seront visibles, et c'est là qu'on risque de gagner, de remporter la bataille. Oui, mais c'est un élément qui favorise aussi l'estime d'eux-mêmes. Dans ce sens qu'il n'y a pas que l'argent pour avoir l'estime de soi. Tout à fait. Non mais, je suis d'accord. Alain. Mais juste pour complémentariser ce qui vient de se dire. J'ai 58 ans, j'ai fait 25 ans d'expertise comptable. Je me suis retrouvé devant un travailleur social, 30 ans, qui m'a fait une leçon de morale en me disant je vais vous apprendre à gérer un budget. Alors je dis bien madame, on va faire le budget ensemble. Vous touchez combien? À 4, on vit avec 600 € par mois. Et quand elle a fait rien que les charges fixes, on était déjà arrivé à 450 €. Je dis maintenant, vous allez m'expliquer comment avec 150 € je peux vivre 30 jours à 4 en payant les médicaments, en payant plein de choses. Elle me dit c'est impossible. Alors, il est où votre raisonnement? Qui est-ce qui a été la plus médisante? Le travailleur social qui était là soi-disant pour m'aider et qui m'a encore enfoncé un peu plus? Ou est-ce que c'est moi qui suis venu devant elle pour lui demander un service, et service qu'elle m'a pas rendu puisqu'elle m'a encore dénigré? Et c'est là où on voit. Et moi, j'ai fait un cours devant des travailleurs sociaux à Sciences Po, d'accord? Ils connaissaient même pas les rudiments du RSA. Et ces gens-là, ce sont ces gens-là qui vont me gérer mon dossier à moi. Donc c'est là, encore une fois, où il y a un manque d'éducation. Et comme disait tout le monde a dit, le RSA, c'est une chance. Le RSA, c'est une chance. Pour ceux qui l'ont, c'est une chance. Parce que ça nous permet d'avoir un minimum d'argent pour vivre, pour se retrouver. Moi, j'ai été à la rue quand j'avais pas le RSA. Maintenant, j'ai le RSA, je suis plus à la rue. Mais le problème, ce n'est pas tant l'argent qui donne l'estime de soi. C'est tout ce qui va autour, c'est le respect. Quand on reçoit un chèque de la CAF, moi j'ai 3 enfants de 18 à 14 ans. Quand je reçois des chèques de la CAF pour partir en vacances, 150 € par enfant, et qui disent mais le transport est à votre charge. Oui, ça pas, j'ai des chèques. Et comment je fais pour me rendre sur mon lieu de vacances? Puisque j'ai pas l'argent pour payer le train. Comment je fais? Donc c'est tout un monde à l'envers. Et donc les gens préfèrent. Oui, il y a des gens qui travaillent. Oui, on travaille tous au noir parce que faut bien qu'on vive. Fatia, vous évoquiez tout à l'heure le fait que le RSA ne se voit pas sur votre visage. Est-ce que le fait de faire ça renforce l'estime que vous avez de vous-même, la vue que vous avez sur vous-même, vous permet de garder le moral? Oui, tout à fait. Je ne vais pas, être misérabiliste, c'est-à-dire m'apitoyer sur mon sort, parce que ça va. Qu'est-ce que ça va faire? Je vais tomber en dépression. Pourquoi faire? Voilà, je prends les choses du bon côté, en fait. Je positive ma situation. Et j'ai développé des stratégies, effectivement, qui ont été décrites par Pierre-Louis, par Sébastien. Effectivement, j'ai une fille de 12 ans, donc j'essaye, quand elle me demande qu'elle veut aller au ciné, heureusement que le prix du billet pour les moins de 12 ans, enfin les moins de 14 ans, c'est 4 €. Mais voilà, j'essaie de lui faire plaisir. Mais c'est-à-dire que la satisfaction de mes besoins, effectivement, il passe d'abord par ceux de ma fille avant, et moi, il passe au second plan. Mais l'estime de soi, je ne tiens pas. Je connais ma valeur et je ne tiens pas à la brader, quoi. Comment dire j'ai une autre opinion de ma personne. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut employer, mais je ne vais pas me sous-estimer parce que ma valeur, elle n'est pas égale au montant du RSA que je perçois. Voilà ce que je voulais dire. Stéphanie, dans le premier témoignage, on entend une personne qui parle de bons qu'elle doit donner à Carrefour ou d'autres magasins grande surface. Vous êtes consultant social, j'imagine que vous avez devant vous des personnes qui doivent avoir ces bons ou ce genre de choses peut-être. Comment elles ressentent le fait d'avoir montré aux yeux de tous qu'elles sont précaires? Je vais parler en mon nom. C'est vraiment très difficile de synthétiser ce que sont les gens. Je vais parler en mon nom parce que je suis passée par une période moi aussi de RSA. Oui, on n'est pas exempté parce qu'on est travailleur social. En montant ma société, forcément, il y a un creux de la vague à un moment donné. Et j'avais cette chance d'avoir la double carte et chef d'entreprise et bénéficiaire du RSA que je pouvais déployer quand je me sentais en difficulté de dire que j'étais au RSA. Bénéficiaire ou en tout cas percevant le RSA. Et une de mes expériences les plus délicates, ça a été celle de la rencontre avec les médecins.
Je ne sais pas si vous pourrez en dire 2 mots de comment vous percevez les choses, mais qui dit RSA dit aussi la CMU complémentaire, qui fait que effectivement on n'a pas à faire l'avance de frais et à payer de mutuelle, mais pour autant on est extrêmement mal perçu en tant que patient par les médecins, et notamment les médecins spécialistes qui ont, eux, l'impression de devoir se brader parce que la loi leur impose, et qui vivent extrêmement mal de recevoir des bénéficiaires, ou en tout cas des allocataires de la CMU, et qui nous font comprendre que ce serait bien que ce soit qu'une seule fois. Voilà. Peut-être Christelle, vous auriez quelque chose à rajouter ? Oui, j'ai quelque chose à ajouter, c'est qu'il y a un petit détail qu'on oublie tous. Ce sont les SDF, les sans domicile fixe, qui n'ont pas forcément... Micro. Oui, micro. Et que, ma foi, les gens, comme dit Alain, c'est vrai qu'on a une chance d'avoir le RSA, mais certains SDF n'ont même pas le RSA. Donc eux, il faut qu'ils fassent la manche, et c'est pas toujours évident de toucher, d'avoir 3 sous pour pouvoir manger. Et faut aussi avoir une pensée pour ces gens-là. Hélène, quelque chose sur l'estime de soi, vous voudriez dire quelque chose ? Oui, disons que c'est vrai que l'estime de soi, c'est pas simplement une question de montant, d'allocation ou de bénéficiaire de RSA, comme l'a dit Fatia. Je veux dire, on peut gagner beaucoup d'argent et pour autant ne pas avoir d'estime de soi. Donc on peut toujours travailler sur soi pour améliorer son estime. Il n'empêche que ces allocations permettent de subvenir à des besoins matériels. Après, ces besoins d'estime de soi, c'est vrai que quand on n'a pas de travail, oui, c'est dur parce que même si on aurait la possibilité d'aller, par exemple, chez ses parents, de la famille, il y en a qui sont prêts à nous aider, mais c'est pas une solution. Moi, j'ai de la chance d'avoir une famille qui me soutient, une sœur qui est adorable, qui est prête à me payer beaucoup de choses, sauf que je n'accepte pas pour autant parce que ça ne résout pas l'affaire, quoi. Voilà. C'est là où l'estime de soi est importante, c'est que c'est important de pouvoir gagner de l'argent par nous-mêmes, par notre travail, par ce qu'on fait, et pas recevoir des allocations et des bénéfices. Voilà, c'est quelque chose. C'est pas, même si c'est bien le RSA et l'ARE, il n'empêche que ça reste de l'argent qu'on nous donne comme ça, et c'est pas une solution. C'est pas non plus. Ça aide, bien sûr. Et justement, vous parlez de votre sœur. Est-ce que on implique sa famille, ou est-ce qu'on préfère cacher la réalité ? Alors, avant d'y répondre, on va écouter une petite Oui, pastille. c'est ça. J'allais lancer la pastille spéciale famille, parce que personne n'a la même réponse. Avec ma famille, en fait, j'ai un petit peu fait un contrat avec mes parents. En fait, comme mes parents étaient très inquiets au départ de ma période de chômage, j'ai convenu avec eux que je leur parlerais de mes questions de travail quand j'aurais trouvé des solutions. Donc ça a permis de garder une relation assez proche, tout en évoquant pas forcément dans le détail ce qui se passait pour moi au niveau professionnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand il y a des choses positives qui évoluent, je leur en fais part. Mais par contre, ça m'évite d'avoir des questions sur quand j'ai des rendez-vous, la suite, tout ça qui sont plutôt assez stressantes par rapport au fait que des rendez-vous pour des entretiens n'aboutissent pas forcément à un emploi. Là, j'ai ma belle-mère qui vient manger à midi. Je sais que ma belle-mère étant dans la même situation que moi, elle n'aura pas de jugement. Mais moi qui ai un enfant placé, j'ai les services sociaux qui doivent venir à la maison. Oui, c'est surtout ça. Surtout quand j'ai été 5 ans à la rue à Paris avec le RSA. Donc, à l'époque, c'était le RMI. C'est toujours le même salaire. Donc, heureusement qu'il était là parce que il m'aidait à faire la manche pour les courses et tout ça. Et maintenant, il est toujours avec moi. Il ne vit pas avec moi, mais on est très proches. Voilà, donc cacher ou pas sa situation à sa famille, est-ce que vous auriez un sentiment, des réactions Hélène ? Cacher, non, parce qu'à un moment donné, on est obligé de le dire, mais toujours montrer qu'on est en recherche, qu'on fait quelque chose. Et c'est vrai que chaque fois, la question, alors, est-ce que tu as trouvé du travail ? Non, toujours pas. Alors, on voit le regard, mais qu'est-ce qui se passe ? Non, il se sent amélioré, Pôle emploi.
Donc voilà, cette question tout le temps qui revient, alors toujours rien. Oui, c'est vrai que c'est pas si simple. En plus, la génération de nos parents, ils ont connu le plein emploi, c'est les 30 glorieuses, donc ils s'imaginent même pas ce que ça peut être. Effectivement, moi jamais j'aurais cru qu'un jour je puisse être dans cette situation. Je me suis jamais projetée dans une situation comme ça, et on peut pas le faire. Et heureusement d'ailleurs, c'est pas fait pour d'ailleurs. Hein. Mais voilà, il y a cette question. Alors après, j'essaye d'en parler avec eux. Et bon, j'ai de la chance d'avoir un père qui comprend bien, qui a fait beaucoup de syndicalisme, donc qui est quand même sensibilisé à ces questions. Mais bon, il n'empêche que quand il veut me lancer un pic, il pourra me dire, regarde où t'en es, toi. Enfin voilà, quand il est pas content, ou voilà, il y a quand même ça qui revient. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller voir ma famille si c'est pour entendre ces choses-là? Voilà. Sébastien, vous vouliez dire quelque chose? Oui, la famille, c'est très difficile de lui cacher la vérité, à moins de vivre à l'autre bout de la France ou dans un autre pays, et encore. À un moment donné, au sein de la famille ou même avec ses amis, on est devant un mur qu'il faut soit accepter de passer, soit se laisser enfermer dedans. C'est d'affronter la réalité face à eux. Et d'accepter aussi qu'ils nous renvoient une certaine animosité, voire incompréhension, qui renforce notre dominance, malaise, merci. Et je pense que pour beaucoup, on est dans l'impossibilité à un moment donné d'y faire face, et qu'on préfère plutôt la fuite que d'affronter littéralement ce regard. Ça rebondit sur les premières questions du regard des autres, ou voire même de l'État, puisque au travers de certains des fonctionnaires, on a ce même comportement en fait, ou ce même aspect. À un moment donné, il faut comprendre que on a beau s'investir dans la recherche d'emploi, parce que je mettrai un petit peu légèrement en défaut ce qu'a dit Hélène. Merci, pardon. On ne reçoit pas cette allocation comme ça, c'est pas gratuit. On le fait parce qu'on a un contrat avec l'État. C'est une recherche d'emploi active. C'est pas de la charité de business. Est-ce que c'est un business? Pour toi, le RSA? Pas pour moi, pour l'État, oui. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il y en a qui sont payés à faire ce travail, en tout cas. Voilà. T'entends pas. Je disais qu'il y en a qui font ce travail. Non, mais je dirais la question de la famille, en fait, ça redouble le regard premier de la société. Moi, je pense, il y a très longtemps, j'avais participé à une exposition qui avait choisi un titre pour le parallèle qu'on fait, c'est avec les déportés. À un moment donné, ce qu'on découvre quand on se retrouve en situation... Je pense que les personnes qui sont enfants de chômeurs, là, depuis 40 ans qu'il y en a en France et en Europe, je pense qu'ils diraient des choses différentes de nous. Mais à un moment donné, comme disait Sébastien, on passe un mur. On vit une expérience, comme les déportés pendant la Seconde Guerre mondiale, indicible. Ceux qui n'ont pas vécu ça ne comprennent pas et ne comprendront jamais. Parce qu'à un moment donné, il y a des réalités. Le fait d'arbitrer entre des dépenses, c'est difficile. Et, comme c'est dit tout à l'heure, c'est fondamentalement, ça leur envoie, c'est à la fois une peur, et je pense qu'une partie de la famille peut parfois vivre le fait qu'un des siens ou une des siennes vive ça comme un échec. À eux, famille. Pas de ça chez nous. Je pense comme genre de discours qu'on tient sur le handicap. Sauf que le problème qui crée, à mon avis, l'intensité de l'agressivité dans les familles, c'est que maintenant, comme disait Alain ou Sébastien, c'est que maintenant la diversité des... Nous, on connaît des gens qui ont un doctorat qui sont RSA. Il faut avoir conscience, c'est-à-dire à bac plus 8. Donc là maintenant, il y a ceux qui n'ont pas de diplôme, il y a le CAP, il y a le bac, il y a le post-bac. Donc c'est complètement décorrélé du facteur du niveau d'études, du type d'expérience. Il n'y a pas un métier où il n'y a pas du chômage. Donc le problème des familles, c'est en gros se sentent démunies. Et donc elles ont peur. Et je pense que la motivation de la peur, c'est l'agressivité. Et puis c'est, à un moment donné, tu vas plus tenir notre rang. Et on parlait de déshonneur et de honte. Là, je pense que dans certains cas, la famille le vit sur ce mode-là. Moi, je sais que ma mère, elle a mis du temps à comprendre le chômage, si elle a compris le jour où elle est entrée dans une agence Pôle emploi, dans les années 90. Mais avant, elle avait entendu pendant 20 ans chômage, elle n'avait pas compris. Elle ne savait pas ce que c'était. Elle se disait, mais ils sont des gens bizarres, etc.
c'est comme la maladie ou la déportation, c'est quelque chose qu'il n'y a que les gens qui sont dedans, qui en parlent, qui peuvent vraiment en parler. Et c'est ça tout l'enjeu de l'estime de soi. La parole sur ce sujet-là, si les personnes qui la vivent ne la produisent pas, ce ne sera que des paroles déformées. Sébastien. Oui, je referai un parallèle avec une image, il me semble, assez juste. La situation de la recherche d'emploi, de l'échec de l'emploi, est comparable à ce qu'a subi la France durant 14-18. Chaque famille a eu au minimum 2, 3, 4 morts dues à la guerre. C'est exactement ce que subissent le citoyen français et les familles françaises avec la recherche d'emploi ou l'échec de l'emploi. Donc à un moment donné, il va falloir bien prendre conscience que ce n'est pas une petite caste moribonde quelque part loin des yeux, loin du cœur. C'est au cœur de la société civile, c'est au cœur des familles. Et tant qu'on n'accepte pas ça, on est à côté de la question. Et l'État, vu où le gouvernement actuel, comme celui passé, et apparemment celui en devenir, forment leur volonté ou leur politique, ils nous mettent encore en échec pour au moins 40 ans. Fatia, le rapport avec votre famille? Pour ma part, le rapport avec la famille, non, me fait pas ressentir que je suis moribonde. Enfin, on me rejette pas. Enfin, personnellement, il n'y a que le côté avec ma fille qui n'a que 12 ans, qui est encore relativement jeune, qui, oui, elle, par contre, elle me dit clairement et crûment, mais maman, j'aimerais bien que tu travailles, quoi. Je lui dis, je lui réponds simplement que ça prendra le temps qu'il faudra. Je sais que je ne resterai pas éternellement dans cette situation-là. Moi, ma dernière expérience professionnelle, elle date de 2 ans. Je suis un petit peu éloignée de l'emploi parce que tout va vite au jour d'aujourd'hui. Mais je sais que je ne resterai pas dans cette situation. Voilà, pour moi, j'ai aucun problème d'image par rapport à ça, vis-à-vis de la société ou de ma famille. Je suis pas complètement à l'aise, certes. Mais j'en fais pas une montagne, en fait. Voilà. Christelle, les rapports avec votre famille, comment sont-ils? Ascendante ou descendante, ça va de soi. Le problème, c'est que je vais pas voir la famille. Comme ça, je suis tranquille. J'essaie de me démerder toute seule. Et on m'a toujours dit, si tu n'arrives pas à aller tout droit, tu prends des tournants, quels qu'ils soient. Tu essayes de te débrouiller au maximum, et c'est ce que j'essaye de faire. J'y arrive mal, mais j'y arrive. Sans avoir à demander à la famille. Oui, Stéphanie. Ouais, je pense qu'on a tous été élevés comme ça, avec une... avec le souci, le souci de, comment vous dire, on nous demande de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Et arrivé à un moment donné de notre adultéité, si on trébuche dans la vie professionnelle par exemple, et qu'il y a besoin de passer par la case RSA, il y a une espèce d'infantilisation, on le comprenait bien dans le premier témoignage, avec une injonction familiale, mais qu'est-ce que tu vas refaire dans la vie? Tu vas pas rester comme ça, justifie tes démarches, et qu'est-ce que tu vas bientôt faire dans la vie? Et je comprends Christelle qui fuit du coup ce contact. Le problème, c'est que je vais plus la voir. J'essaye de me démerder toute seule avant de demander quoi que ce soit. Voilà, parce que c'est toujours ce qu'on nous a demandé finalement. Et on m'a toujours dit, si tu n'y arrives pas tout droit, tu essayes de tourner, de contourner la difficulté. Et peut-être que en contournant la difficulté, tu la comprends et tu agiras en conséquence. Donc c'est quand même bien à soi de trouver la solution pour sortir. C'est vrai que des fois en discutant, en parlant avec des amis, que j'arrive à m'en sortir parce que, ah oui, tiens, c'est vrai, ça je ne l'avais pas vu. Mais faut savoir reconnaître les choses aussi. Alors si on vous entend bien, plus sur les amis que la famille, vous comptez. Ce qui amène le sujet suivant, justement, on en a parlé des amis. Oui, s'ils sont RSA, on arrive à savoir, on arrive à se comprendre, parce que justement, on a la culture RSA. La culture RSA, si toutefois c'est une culture, on arrive, nos difficultés peuvent nous servir les uns aux autres.
Il faut essayer d'avoir une solidarité entre les uns et les autres. Je dis bien essayer. Je vous propose d'écouter encore une petite pastille sur les amis. Amical, c'est très dur parce qu'on ne peut pas inviter les gens comme on veut, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas déjà s'habiller comme on veut parce que les loyers sont trop chers, la nourriture c'est cher. Donc une fois qu'on a déjà payé le loyer, les 2DF, enfin tout, il ne nous reste pas grand-chose. Et donc on ne peut pas trop s'amuser quoi. Voilà. On ne peut pas suivre parce que les gens en général au RSA, on est toujours limité dans tout, même pour s'habiller, pour vivre quotidiennement, quoi. Donc on ne veut pas suivre les amis et puis les amis peuvent pas toujours nous entretenir et nous aider et nous inviter. Moralement c'est dur parce que du coup la vie sociale elle est très compliquée parce que personnellement quand moi qui suis au RSA j'ai mon appartement, dans mon appartement j'ai des meubles de récup. Donc ce qui veut dire que c'est pas du grand luxe, c'est pas des meubles Ikea, j'ai pas des machins. Dans mon appartement, ça se voit que je suis en précarité. Donc personnellement, l'image de moi-même, elle est remise en cause. Donc mes amis ne viennent pas chez moi. Alors au niveau amical, dans un premier temps, comme j'étais très disponible, je me suis beaucoup occupée des gens autour de moi parce que j'ai pas mal de ressources, donc beaucoup à les aider à démêler des situations administratives. Après, dans la durée, je me suis rendu compte que pour les autres, c'est pesant, comme ça l'est pour moi, puisque j'ai souvent besoin de me confier par rapport aux difficultés que je rencontre. Et du coup, petit à petit, j'ai senti qu'il y avait des gens qui s'éloignaient, pas par des intérêts, mais parce que c'est difficile de voir quelqu'un qui n'arrive pas à évoluer dans sa situation. Et oui, donc on parle des amis. Peut-être que l'estime qu'on a de soi ne permet pas, ou alors l'argent qu'on n'a pas ne permet pas d'accéder aux loisirs qu'ont nos amis. Ou alors, comme disait Christelle, on se comprend entre personnes du RSA, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. D'autres réactions sur les amitiés ? Moi, je pense qu'effectivement, ça conduit à faire un tri et cela conduit à à interroger son mode de vie. Parce que là, ce qu'on a entendu, c'est pour avoir une relation d'amis, il faut avoir de l'argent. Et là, ça revient à réinterroger à la fois sa vie personnelle et la vie avec les autres. Est-ce que tous, pour ce faire, on a besoin d'argent ? Moi, pendant un an, avec un copain, on est monté à la Bastille à Grenoble et on discutait et on n'avait pas besoin d'argent. C'est donc la question de la place de la consommation réinterrogée. Et là, très clairement, par contre, là, effectivement, ce qui est sûr, comme ça dit dans l'un des témoignages, il y a des gens qui n'accepteront pas. Donc, il faut se dire, comme on doit faire le deuil, on n'est plus dans la situation passée, on se projette, comme disait Fatia, vers l'avenir. Je suis toujours capable de faire des choses, je travaillerai un jour, et donc j'aurai aussi d'autres amis. Moi, il y a des gens que je connais depuis que je suis au RSA, avec qui je fais un tas de choses et que je vois très régulièrement. C'est très agréable d'être avec eux, avec ces personnes, mais c'est sûr, il y a des gens que je ne vois plus. Et je me suis rendu compte, parce que là, effectivement, comme ça a été dit, à un moment donné, quand il y a l'agacement, quand il y a le désaccord, on te renvoie ta situation matérielle. Et donc là, tu te dis qu'à un moment donné, le jugement de valeur, il est masqué, mais de temps en temps, il est là, il sort. Donc là, si tu te dis, est-ce que je fais le tri ? Est-ce que cette personne est vraiment mon ami ? Mais c'est dur, c'est cruel, parce que là, à un moment donné, il faut se dire, ma vie d'avant est finie. Et là, il faut s'imaginer une vie d'après. Et mon voisin, je suis sûr, a un tas d'idées sur le sujet. Alain, une réaction sur les amis ? Oui, moi je suis éberlué par ce que j'entends, quoi. Parce que les amis, ils s'en foutent de ton milieu de niveau d'action. J'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure. J'accepte pas toutes tes invitations parce que je peux pas amener la bouteille qui va avec. C'est vrai. Beaucoup d'invitations, je ne vais pas parce que je sais que je pourrais pas payer ma place de restaurant. Donc je trouve un prétexte. Mais déjà, quand j'avais 14 ans, comme je savais pas danser dans les booms, je trouvais toujours un prétexte pour pas danser avec les filles. Donc toi, ça n'a pas changé ma situation. Je trouve toujours un prétexte pour ne pas faire ce que je veux. Je crois que les véritables amis, ils te lâchent jamais la main. Moi, j'ai ma meilleure amie ici, c'est Christelle. Christelle, j'ai pas honte c'est pas parce qu'elle est au RSA que c'est mon amie. Simplement parce qu'on a des points communs. On s'accroche, on se fait la tête pendant 3 jours. C'est une véritable amie. Je peux tout lui dire, elle peut tout me dire. Et voilà. Et j'ai des amis qui sont chirurgiens dentistes, qui sont chirurgiens, qui sont ingénieurs, qui gagnent bien leur vie et qui m'invitent. Et comme ils savent ma situation financière, ils savent me mettre à l'aise pour me dire, écoute, ce soir on fait un pot, tu viens, c'est un méchoui.
t'as qu'à venir les mains vides, c'est ta présence qui est la meilleure des cadeaux. Voilà, je crois qu'il faut faire attention. Enfin, excusez-moi, je suis pas fâché, hein, mais après je me tais encore, mais je crois qu'il faut faire attention à l'image qu'on a de soi, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, le groupe qu'on a créé avec Pierre-Louis s'appelle RSA COP. RSA, ça veut dire réflexion pour des solutions d'avenir. Mais ça pourrait dire aussi RSA, ça pourrait dire réussir son avenir ou résister sans argent. C'est à nous de faire les choses. Et je pense que on a les amis qu'on mérite, en fait. Fatia a dit, je sais que je retrouverai du boulot, oui, pour venir sur le cinéma. Moi, j'ai 3 garçons. Quand ils me demandent d'aller au cinéma, ça fait 24 €. Je n'y vais pas avec eux, parce que je ne peux pas donner encore 8 € de plus pour aller au cinéma. Donc j'attends dans le hall du cinéma. Et un soir, j'attendais comme ça, je dis, putain, avec 21 €, j'aurais pu acheter ça, j'aurais pu acheter la paire de chaussures, j'aurais pu aller chez le médecin, j'aurais pu, enfin. Et à la fin du film, eux, ils sont éclatés, tu sais, ils sont amusés, ils ont eu le pot de popcorn, parce qu'on va pas au cinéma sans popcorn, donc ça fait 28 € déjà, facile. Et je faisais la tête, je faisais la tronche quand ils sont sortis. Et Pierre-Yves, l'aîné, m'a dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je suis désolé, pendant les 2 heures, là, je vous ai attendu et je me suis fait un film. Il dit, bah, t'as pas vu le même film que nous, parce que si ça t'ennuie de nous payer le cinéma, bah, tu nous le dis, on n'ira pas au cinéma. Mais si tu nous offres le cinéma, eh ben, tu es content pour nous de nous offrir le cinéma. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était ça. C'est que moi, j'ai mes problèmes à gérer. On a des enfants. Là, Pierre, il veut un skateboard. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on met de l'argent de côté pour acheter son skateboard. Mais ouais. Mais n'empêche, quand il aura son skateboard, eh ben, il le jettera pas contre un mur n'importe comment. Il fera attention à son skateboard. Je me tais, promis. Fatia. Oui, ce que je voulais dire, en fait, ce qui me dérange, c'est en fait de relier toujours l'argent à... Voilà. Ça me dérange énormément. Mais cela dit, moi, dans ma vie avec mes amis, certes, j'en ai peu, mais c'est des relations de qualité. Par exemple, il y a un anniversaire, une mère de famille qui est mon amie à l'anniversaire de son enfant, je vais amener quelque chose, je vais acheter quelque chose pour l'enfant. Que je ne me consacrerai cet argent, je le consacrerai ni à moi, ni à ma fille, par exemple, ni à des dépenses, quelles qu'elles soient, qui me concernent, mais je consacrerai à cet enfant ou un cadeau, un gâteau, une bouteille de vin, enfin, allez savoir. Non. Si on veut qu'il dorme. Ça dépend. Enfin. Il y a quelque chose que je ne comprends. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. On a la chance d'habiter près de la forêt, en montagne, ou pas très loin de sites où on peut se promener. Que personne n'ait eu l'idée d'aller chercher des mûres, des framboises ou des myrtilles en forêt. Ou des châtaignes. Ou des châtaignes, oui. Personne n'y a pensé à ça. On n'a pas la pompe au sucre pour les confitures. On se cotise. Ouais, mais ça, à ce moment-là, on peut... Ouais, non, mais je le savais, ça. Mais ça, on peut toujours s'entraider. On peut toujours le voler, t'as raison. On a l'impression, en fait, que on peut être heureux que si on a de l'argent. Mais en fait, non. Comme disait Hélène, on peut se satisfaire de petits plaisirs. Et moi, c'est ce que je m'attache à faire dans ma vie. Voilà. On est tous des adeptes de Pierre Rabhi, en fait. On est tous des adeptes. En fait, c'est le mec qui a énormément d'adeptes et il ne le sait pas encore. Mais voilà, mais il faut lire tous. Quand on est au RSA, le Conseil général devrait nous donner le livre de Pierre Rabhi. La sobriété heureuse. La sobriété heureuse, voilà. Il y a trop de gens qui vont s'inscrire au RSA après, qui vont trouver ce filon et qui vont aller faire de la permaculture dans une ferme, faire pousser des chèvres et planter des choux. Planter des chèvres ? Oui, faire pousser des chèvres, oui, élever des choux, comme vous voulez, dans l'autre sens. Sébastien, non, vous avez quelque chose à dire ? Si, ça serait très bien. Au moins, on aurait une culture bio et de qualité. On sera autonome, en tout cas. On sera autonome. Moi, je revendique mon droit à McDo, quand même. Je tiens à le dire. Je revendique ma culture. Par contre, moi, je demande le droit de cuire des chèvres. Avec du chou. Moi, je m'érige en contradiction avec ces 2 ignares barbus talibans sur les bords. Je suis moi-même barbu, donc je peux me permettre de dire ça. Pour rebondir sur ce que disait Christelle, pourquoi les gens ne vont plus faire des choses simples comme aller chercher des murs ou des châtaignes hautes? Parce que nous sommes tous des urbains, donc on a perdu ce penchant naturel qu'avaient nos ancêtres pour les choses simples qui leur ont permis pendant des siècles et des siècles, lorsqu'ils étaient dans le besoin, de pouvoir se nourrir simplement. Nous sommes tous des urbains, donc nous avons besoin d'argent pour acheter, contenir, avoir quelque chose qui auparavant était naturel. Et c'est ça qui a renforcé
l'indigence de notre société si tant moderne. Tout à fait. Un mot pour conclure sur ce chapitre, Stéphanie. Alors peut-être que j'anticipe sur la suite, mais quand j'entends l'homogénéité éventuelle du groupe d'amis autour d'un budget ou d'une possibilité d'avoir les mêmes projets parce que c'est contraint par un budget qui sera maintenu, je me pose la question en fait du couple. Quel couple est possible si... alors, désolé, mais en plus, d'autant plus pour ces messieurs, quel couple est possible s'il y a un budget contraint et s'il y a un problème d'attente inassouvi de la part de la demoiselle du monsieur aussi, mais enfin en général on attend plus de vous que vous de nous de ce côté-là. Et voilà, je me dis qu'à vouloir à s'être forgé une vie effectivement contrainte sur le plan amical par des gens qui partageraient une culture RSA. Je trouve génial le concept, on se l'est noté, je suis pas la seule à l'avoir noté. Si on se contraint dans cette vie-là, est-ce qu'il va y avoir un problème à un moment donné d'ascenseur social d'une manière ou d'une autre? Alors, ça veut dire déjà qu'on imagine que c'est un RSA qui dure. Mais c'est pas forcé. Et si jamais c'est un RSA qui dure, est-ce que ça veut dire que ça oblige à faire des choix dans la séduction et dans le rapport à une future partenaire ou un futur partenaire? C'est justement le dernier sujet qui nous intéresse. On va parler d'amour pendant 9 minutes et demie, c'est tout de suite. C'est vrai que le fait de me sentir plus fragile, ça a complètement modifié... je vais dire, les relations que j'engage avec des hommes. Donc pendant cette période, j'ai eu des relations amoureuses, mais en même temps, là, depuis un moment, je suis seule parce que j'ai vraiment besoin de sentir que si je rencontre quelqu'un, c'est pour quelque chose qui puisse s'inscrire dans la durée. Et le fait de me sentir très vulnérable, ça... je sais pas comment dire... ça fait que j'ai plus d'inquiétude de m'engager dans une relation et que j'ai plus besoin de sentir que c'est peut-être quelqu'un avec qui je vais pouvoir bâtir quelque chose de solide. Je suis pas du tout en situation de vivre des relations légères et courtes parce que c'est complètement inadapté par rapport à ce que je recherche. J'ai jamais eu de chance avec les relations hommes et femmes. En amis, oui, mais pas en concubinage ça n'a jamais bien marché. Parce que si le partenaire a de l'argent, ça va, mais si toi, s'il n'en a pas et nous, moi j'en ai pas, automatiquement, on peut rien faire. On peut pas envisager de vivre en couple. Déjà qu'on souffre personnellement d'être seul et d'avoir qu'un petit salaire, donc on ne veut pas mettre les autres dans la galère. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Vos réactions? Moi, je veux bien. Oui, Alain. Je vais prendre déjà 7 minutes. Non, c'est ce qu'il nous reste exactement et tout le monde doit parler. Non, sérieusement. Pour moi, c'est une question auquel depuis 5 ans avec Pierre-Louis, on travaille sur le sujet parce que c'est quelque chose qui nous pose un gros problème. Ce que disait Stéphanie, effectivement, le RSA, normalement, ce n'est pas fait pour être perduré. Le problème, c'est que la fainéantise de nos dirigeants ont fait que sous le label RSA, et d'ailleurs, le RSA, c'est pas un salaire, hein. Comme tout le monde dit salaire, mais c'est marqué revenu social de solidarité active. En mettant toutes les misères sous le terme RSA, il y a des gens, ils rentrent au RSA, ils savent très bien qu'ils trouveront pas de boulot puisqu'ils sont sous le régime de la santé et que donc ils iront jusqu'à leur retraite. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, encore une fois, comme pour les amis, je pense que c'est pas tant nous. Alors moi, je parle en tant que moi là, je parle en tant qu'homme et en tant que mec de 58 ans, père célibataire de 3 enfants, divorcé depuis 10 ans à peu près. Quand j'ai eu un appartement chez Actis, pour pas le citer, j'ai que 2 chambres. Et donc, j'ai demandé si je pouvais avoir une 3e chambre pour moi. Et on m'a répondu, monsieur, vous êtes pauvre, vous voulez pas en plus le confort. Alors j'ai dit, vous avez raison. Si j'amène une jeune femme une femme à la maison, on va dormir 2 nuits sur la table de la cuisine, ça va être sympa, ça va rappeler les colonies de vacances, le camping. Mais je pense qu'au bout de 3 semaines, on aura marre de la vaisselle sale dans la cuisine qui traîne. Et je pense que parce qu'on devient pauvre, on s'interdit le bonheur, en fait. C'est comme pour l'amitié. On se l'interdit parce qu'on a peur d'eux. Tout à l'heure, cette dame disait, je gagne pas beaucoup d'argent, donc je vais pas imposer ça à l'autre. Mais si tu rentres dans une relation amoureuse avec quelqu'un et que déjà tu penses à ça, il n'y a pas d'amour.
L'amour, c'est quelque chose d'impulsif. L'amour, c'est quelque chose, vous voyez quelqu'un dans la rue, vous lui prenez la main, c'est l'effet impulse pour les ceux de ma génération qui connaissent, l'effet impulse. La dernière fois, je vois une jeune fille qui pleure sur le pont, je lui offre une fleur parce qu'elle pleure, j'ai pris une claque. Parce qu'elle m'a dit, mais de quoi vous vous mêlez? Je dis, je vois quelqu'un qui pleure, ça me fait de la peine, je vous offre une fleur. Que je vais piquer en plus, pas acheter, je vais piquer la fleur dans un parc. Et tout ça, c'est pour dire, que, en fait, on s'interdit d'être heureux et de retomber amoureux. Parce qu'on fait un melting pot de tout, parce qu'on nous a obligés à faire un melting pot de tout. C'est vrai que moi, ma journée commence le matin à 6h pour faire des courses sur les marchés pour récupérer des fruits et légumes. Et que quand je fais quand je fais le glaneur, en fait, j'ai pas l'esprit à croiser le regard de quelqu'un. Ça n'empêche que moi, je m'efforce toute la journée à sourire aux gens. Parce que je pense qu'il faut qu'on apprenne à sourire aux gens, parce que si on veut aller vers les gens, il faut d'abord que les gens viennent aussi vers nous. Je me tais, c'est promis. D'autres réactions? Fatia, Hélène? Surtout sur le fait que quand on s'inscrit au RSA et qu'on devient RSA couple, on perd aussi de l'argent, ça c'est faut le noter aussi. Que le RSA est en partie rogné. Comment? Non mais on ne peut pas parler d'amour et de citer ça. Si je tombe amoureux de quelqu'un, je ne vais pas me dire « Attends, je ne vais pas tomber amoureux de vous parce que je vais perdre mon RSA. » Non, tu vas peut-être pas faire ça, ça va pas t'empêcher de tomber amoureux, mais si. ça va t'obliger à gruger, obligatoirement. Il y a combien de couples qui vivent ensemble aujourd'hui en étant déclarés colocataires et non pas concubins? Tout ça pourquoi? Pour continuer à recevoir 200 balles de plus, parce que sinon on s'en sort pas. C'est bien ce que je dis, il faut faire la révolution. Fatia. Oui, ce que j'aimerais dire, je pense que s'il y a un véritablement amour dans un couple, c'est pas le fait de percevoir le RSA qui va distendre une relation, si les rapports amoureux, si les rapports d'amour véritable sont sincères, ce n'est pas le RSA qui va... Mais enfin, on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche quand même. Oui, quand on touche 500 euros, je dis les chiffres pas exacts, pas à la virgule près, mais 500 euros quand on est seul et que lorsqu'on se met en couple, on touche plus que 700, c'est quand même 300 euros qui s'en vont dans un budget. Alors je sais que lorsqu'on est deux, on consomme un peu moins, mais quand même. Oui, mais quand on est glaneur, et il faut savoir, c'est aussi à nous, les gens, les personnes, à savoir cuisiner au moins un petit peu pour savoir économiser 3 sous. Même les mecs doivent apprendre à cuisiner. Ah ben c'est clair, et à coudre, et à tout, et à être autonome, comme ça ils ne savent rien. Tout faire, moi, je pose une annonce là, je sais tout faire, je sais coudre, je sais mélanger, Facte tout, Alain Guézou, il n'y a pas de problème. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on développe en fait, des stratégies pour... comme disait Alain, pour ne pas... là, c'est Sébastien. Pardon, Sébastien disait que oui, on vit dans cette société, on est des urbains et que tout pousse à consommer à outrance, ainsi de suite. Mais quand on se retrouve face à une allocation qui est moindre, on développe vraiment des stratégies. Effectivement, on achète moins, on prépare plus des plats. Voilà, on a moins recours à cette société de consommation où il faut acheter pour exister. Stéphanie, le mot de la fin peut-être? Alors, peut-être pas de la fin, mais en fait, on se... Bon. Alors, donc on se rend compte que si on dépasse l'autocensure d'aller choisir un couple mixte, précaire, personne aisée, on va se retrouver quand même avec un problème non pas d'estime de soi, mais d'estime de l'autre. C'est-à-dire que le partenaire peut se dire oui, mon chéri, ma chérie, glaneur, glaneuse, c'est pas très glamour, j'assume pas trop, auprès de la famille, donc la fameuse belle famille qui va nous dire alors il fait quoi dans la vie, médecin, avocat, non, RSA, glaneur. C'est extrêmement difficile de sortir d'une sobriété qu'on a appris par la difficulté pour arriver à une situation d'entente avec quelqu'un qui n'est pas de cette culture-là apprise, mais d'une culture-là, quoi. Alors, Christelle, on n'a plus le temps, l'émission arrive à sa fin. Merci d'y avoir participé. Merci Stéphanie Ladel. Désolé Christelle, mais on nous coupe l'antenne. Sinon, merci Monsieur Alain Guézou de RSA Coop ainsi que Monsieur Pierre-Louis Serrero. Merci à Sébastien Aubert ainsi qu'à Hélène et Fatia pour votre témoignage et la participation à cette émission. J'avais